Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission Le Jury du dimanche, iRadio ITV. Nous recevons aujourd'hui Mamadou Bokar Sy, le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal, APBF. Il est aussi le directeur général de la Banque de l'Habitat du Sénégal, BHS. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le directeur général. Bonjour, Mamadou. Dans un contexte de crise économique consécutive à une crise sanitaire, une crise multiforme marquée par la rareté de l'argent, plus que jamais d'ailleurs le nerf de la guerre, qui mieux qu'un banquier pour répondre aux préoccupations des organisations et des particuliers? L'État, les entreprises, les ménages, tous tapent à la porte des banques. Tout le monde se rue ainsi vers les banquiers, à l'image de ce que représentent les médecins pour les malades. Le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers tentera de rassurer son monde. Sa trajectoire parle d'elle-même. Mamadou Bokar Sy est diplômé du réputé Centre d'études financières, économiques et bancaires, CEBEF, d'un DES en management des banques de Paris 1 et titulaire d'une maîtrise en sciences économiques. Il a, durant les 26 dernières années, activement pris part à l'émergence du secteur immobilier au Sénégal, en œuvrant pour l'érection d'un cadre institutionnel et technique fort pour favoriser la participation des établissements financiers à l'appui du dit secteur. Monsieur Sy fait partie de la cohorte des managers bancaires qui ont fait du Sénégal un pôle de référence du financement de l'immobilier. Il commence sa carrière opérationnelle à la direction du crédit de la BHS en 1988. En 1998, M. Sy rejoint la filiale sénégalaise de la BNP Paribas BICIS comme directeur adjoint du département de la clientèle des particuliers et des institutionnels. C'est en 2004 que naît la première direction des affaires immobilières au sein d'une banque universelle au Sénégal, et c'est tout naturellement que la décision de lui en confier les rênes a été prise. Enfin, Mamadou Bokar Sy revient à la Banque de l'Habitat du Sénégal en 2006 comme directeur général adjoint avant d'être nommé en décembre 2010 directeur général de la BHS. Il a pour ambition déclarée avec son équipe de faire de la banque le fleuron ouest-africain des établissements spécialisés dans le financement de l'immobilier pour tous. Alors, Monsieur le Président de l'APBF, nous commençons par le Covid-19, une pandémie qui fait des dégâts dans le monde, partie de la Chine et qui est également durement vécue au Sénégal. Mais quelle est l'analyse du banquier de cette crise sanitaire rapportée à sa dimension économique et financière? Je vous remercie, Mamadou. Je vous remercie également pour la présentation de la banque, de ses acteurs et du rôle que nous essayons de jouer au bénéfice de nos populations, parce que c'est ça le rôle d'un banquier, si on le comprend. Cette crise, elle est assez surprenante et violente, parce qu'elle est différente des crises de 1929 et des crises de 2008, qui étaient des crises économiques et des crises financières avec des origines sectorielles localisées et des impacts localisés également, et qui étaient des crises liées à des acteurs économiques qui préemptaient certaines activités en face d'autres acteurs. Cette crise, elle est sanitaire, vous l'avez dit, elle est localisée en Chine, mais elle est aujourd'hui la crise la mieux partagée au monde, démocratiquement si on devait dire, parce qu'elle n'épargne aucun pays, du nord comme du sud. Elle a un impact global. Elle attaque tous les secteurs de l'activité économique, de l'activité sociale et de l'activité culturelle. Vous avez vu tout à l'heure, quand on est arrivé, on n'a pas pu se serrer la main, on n'a pas pu se rapprocher. Donc elle touche même à notre chaleur humaine de Sénégalais quand on se voit et quand on se côtoie. Aujourd'hui, dans l'urgence, c'est peut-être prématuré pour mesurer les conséquences. Ce que les autorités essaient de faire, c'est une riposte pour permettre d'encaisser le choc, de résister et de se préparer à se relever. Et la riposte, elle est sanitaire d'abord. Et c'est le lieu peut-être de rendre hommage à nos médecins qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. C'est le lieu également de saluer le leadership dans la prise en charge de cette pandémie par les autorités en
demandant à tous les secteurs de se mobiliser. C'est dans ce cadre peut-être que les banques sont exposées. Exposées tout simplement parce qu'on a l'habitude de travailler dans l'ombre à répondre aux besoins des compatriotes. Et on est mis au devant parce qu'il se pose le problème du soutien à l'économie. Quand je dis le problème du soutien à l'économie, c'est les acteurs économiques, les agents économiques, aussi bien à titre privé qu'au titre de groupements et de sociétés. Après les médecins, vous êtes aujourd'hui les personnes peut-être les plus sollicitées. Disons, les gens oublient également qu'on est des entreprises. Qu'on est des entreprises, vous l'avez dit, je suis là au titre de la PBF, membre du patronat, donc entreprise, qui compose la PBF, c'est 29 banques, c'est 6200 employés, c'est 538 agences, c'est 516 guichets de banque. Donc on est une entreprise et en tant que telle, on subit également les impacts. Justement, dans quelle mesure les banques sont impactées par cette crise? On est impacté tout simplement parce que la première mesure de l'impact des banques, on est des établissements recevant du public, dans un contexte où les regroupements sont interdits, en tout cas ne sont pas recommandés. On est tenu également, dans ce contexte, d'assurer le service public de la banque, de donner aux concitoyens les moyens d'accéder aux services bancaires, dont les plus visibles, c'est l'accès à leurs ressources, à nos guichets et caisses et à nos distributeurs automatiques de banque. Ça, c'est le premier impact. Le deuxième, on est obligé de le faire également en favorisant des effectifs minimaux pour gérer des roulements, puisqu'on est dans une pandémie. On est obligé de préserver les personnes vulnérables dans nos banques. On est obligé également de préserver les femmes en état de grossesse. On est obligé également de préserver les personnes dont la présence peut ne pas être indispensable au même niveau, au même moment et dans les mêmes journées, de manière à avoir un système de rotation, qui fait qu'aujourd'hui les banques fonctionnent avec un effectif de 40 à 50% pour satisfaire les services de banque, indépendamment maintenant du financement des activités et du financement de l'économie. On pourra y revenir tout à l'heure. Bien sûr, on va y revenir. Tout le monde est aujourd'hui en crise, les pays, les États, il n'y a presque plus de mouvement, les avions sont cloués au sol, les ménages, les entreprises. Dans quelle proportion cette crise que nous sommes en train de vivre peut-elle rappeler la crise financière de 2008? La crise financière de 2008 est partie, comme l'a dit, c'est une crise financière, elle est partie de mouvements spéculatifs qui concernaient certains secteurs de l'économie et qui ont impacté d'autres secteurs de l'économie, qui est partie aussi de certains pays et qui ont impacté les économies les plus modernes et qui ont épargné certaines économies traditionnelles comme les nôtres. Elle était également localisée dans les pays dits développés avec des impacts sur les pays du Sud que nous sommes. On s'en souvient, mais c'est les initiés qui s'en souviennent. Par contre, la crise actuelle, mais tout le monde l'a subie. Elle est globale, même si elle a été localisée en Chine, elle est globale. Oui. On ne connaît pas l'origine, et si on ne connaît pas l'origine, on ne peut pas encore la combattre. Mais est-ce qu'elle est financière? Elle a des impacts financiers, si on peut s'exprimer ainsi. Elle est d'abord une crise sanitaire. Mais une crise sanitaire qui arrête les activités économiques a forcément des impacts financiers. Si les voyages ne peuvent plus se passer, les avions ne se déplacent plus, l'économie touristique est la plus visiblement impactée, mais c'est plus global que cela. Tous les secteurs sont impactés, l'école est au ralenti et à l'arrêt, il va falloir apprendre à travailler à distance, apprendre à enseigner à distance, et on n'est pas forcément préparé dans l'urgence. Et c'est là qu'il faut saluer les premières réactions pour la prise en charge, parce que, comme on dit, si quelque chose est violent et arrive brusquement, ça signifie que ce n'était pas prévisible. Au mois de décembre, au moment où toutes les sociétés travaillaient sur leur budget, sur leurs activités, sur leurs perspectives de croissance, personne ne pouvait s'imaginer qu'à fin février, on allait s'arrêter. Donc forcément, même l'État a dû s'y préparer. Et c'est là qu'il faut saluer la réaction. Parce que les gens oublient souvent que le rôle de l'État, c'est d'organiser l'activité économique et de l'accompagner. Mais chaque acteur, dans les responsabilités qu'il exerce,
doit prendre des dispositions également pour réagir. Oui, mais la tentation est forte de voir le retour de ce qu'on a appelé l'État-providence. Est-ce que cela gêne le banquier que vous êtes? Non, parce que l'État, c'est tout le monde et personne en même temps. Parce que quand ça va bien, les gens oublient le rôle de l'État. Il faut savoir qu'on a beau être des acteurs financiers, des banquiers, on est quand même des agents économiques. Il y a des fonctions régaliennes qui reviennent à l'État. Police, gendarmerie, c'est les plus visibles. Éducation, ordre, organisation de l'activité économique, soutien de l'activité économique par la fiscalité et par d'autres instruments, et partage également des revenus. Parce que nous tous, nous payons des impôts qui vont à des investissements productifs au soutien de certains secteurs. Donc aujourd'hui, le rôle de l'État n'a jamais disparu. Même si l'État est présent dans les secteurs économiques, il y est au titre d'actionnaire pour regarder est-ce que la vocation sociale, économique, va dans le sens de l'intérêt défini et des orientations. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'État vend du sel, pour utiliser une image. Est-ce que c'est une bonne chose? Disons, je laisserai peut-être des agents économiques plus compétents répondre, mais aujourd'hui, l'État distribue également des denrées gratuitement qui devaient être achetées. Oui. Et ça ne gêne pas, parce qu'on est dans une situation d'urgence. Quand il y a une situation d'urgence, on réagit avec l'urgence. Et quand on réagit avec l'urgence, c'est assez concerté, mais la pédagogie peut ne pas être perçue de la même manière par les profanes que nous sommes. Et puis, bon, on a, dans une situation pandémique, on est gêné par notre confort au quotidien. Et dans ce confort, même l'écoute diminue. Parce qu'on est tous gênés, même notre manière de percevoir les choses. Nous-mêmes, à l'échelle de l'APB ou à l'échelle des responsabilités qui sont les nôtres, quand on explique aux collaborateurs certaines situations, l'incompréhension peut naître, parce que c'est violent. Il a fallu dire à certains collaborateurs, vous ne devez pas venir demain pour telle et telle raison. Ils peuvent vous dire, mais pourquoi moi, pourquoi pas Mamoudou? Donc, c'est une situation d'urgence où on a besoin de beaucoup de pédagogie, mais on a besoin également d'agir et de réfléchir en même temps et de corriger au fur et à mesure, parce que l'impact, il est également sur les bénéficiaires des actions. E-Radio ITV, le jury du dimanche qui reçoit Mamadou Bokarsi, le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal. L'accord cadre que votre association a signé avec l'État du Sénégal à travers le plan de résilience économique et sociale, un accord cadre dans ses grandes lignes qui met en place une ligne de financement de 200 milliards de francs CFA avec des critères bien définis. L'État met 70 milliards, 50 milliards pour les petites et moyennes entreprises, 20 pour les grandes entreprises. Quelles sont les motivations de cet accord cadre et qu'est-ce qui va changer à partir là de maintenant? Disons, je pense que son nom l'indique, c'est un accord cadre. On essaie dans une situation d'urgence de dire, voilà un dispositif temporaire, urgent, qui permet de passer le cap. Parce qu'on parle de 200 milliards, Mamoudou. L'encours des crédits des banques à l'économie pour l'année 2019 est à 5200 milliards de francs CFA. Donc 200 milliards sur ce montant, c'est vraiment un pourcentage qui permet de passer le cap. Deuxièmement, on a mis en place un dispositif qui permet de dire aidons les entreprises durant les 3 mois, renouvelable peut-être à 6 mois, le temps de voir comment évolue la crise, à passer le cap. Mais de quel cap il s'agit? L'État a donné des orientations claires pour que les Sénégalais, si c'est en tout cas possible, ne perdent pas leurs revenus, ne perdent pas leur salaire, là où l'activité de certains secteurs s'est arrêtée. Donc quand l'activité de certains secteurs s'est arrêtée, il faut assurer le paiement des salaires et des charges incompressibles. Au-delà des 50 milliards que l'État met en place, l'État renonce à la fiscalité sur certains salaires sur 3 mois. Renonce sur la fiscalité sur certaines entreprises qui s'engagent à ne pas licencier. Et nous dit maintenant, vous banques, faites ce que vous avez l'habitude de faire pour avoir un effet de levier. Cela permet tout simplement aux entreprises de passer le cap en disant on vous met à disposition 3 mois de salaire brut pour aider à passer le cap. Parce que les activités diminuent. Ici, il s'agit de payer des gens qui travaillent peu ou qui ne travaillent pas du tout. Le temps de voir comment passer le cap.
on se focalise sur ce montant, mais ce montant doit être relayé quand la crise va s'arrêter par un soutien aux entreprises pour redémarrer leur activité. Et c'est pour ça que l'État a dit, aidons pendant 6 mois, et quand la situation va redémarrer, ce que le secteur bancaire a mis pourra faire l'objet d'un différé de paiement d'1 an et consolider sur des crédits sur 5 ans pour permettre à l'activité de reprendre. Les aéroports vont s'ouvrir, si le couvre-feu s'arrête, si la pandémie s'arrête, les activités vont reprendre. Et on oublie également que les entreprises dont il s'agit, c'est des entreprises qui sont clientes des banques actuellement. Donc on les connaît, on a l'habitude de les accompagner. Ils ont une histoire. Ils ont une histoire avec la banque. Et c'est là que je voudrais dire que les banquiers ne sont pas une caste à part. On est devant des clients qu'on a pris l'habitude de connaître, comme un médecin connaît son patient. On les a accompagnés parfois pour démarrer leur activité. On est outillé également pour accompagner les entreprises qui ont des difficultés ponctuelles. Là, il s'agit de difficultés, mais globales. Donc, c'est peut-être là que ça change. Le fait également de signer un accord cadre expose les banquiers, alors qu'on a l'habitude d'être en face de nos clients entre 4 murs sans aucun intermédiaire et à financer l'économie. Et c'est là peut-être qu'il faut saluer les 3 acteurs qui sont autour de ce cadre. L'État, qui a eu à dire ne licenciez pas, on va mettre en place un dispositif de 50 milliards pour les banques. La Banque centrale nous a demandé d'aider à sauver le système économique dans le respect de la stabilité monétaire en s'engageant à faciliter l'accès au refinancement. Et on a dit aux banques également, si on vous facilite l'accès à la ressource et on vous demande de maintenir l'activité, essayez de compléter pour vos clients pour que demain, qu'ils puissent sortir la tête de l'eau et reprendre leur activité normalement. Donc c'est un accord cadre, ça signifie c'est le minimum que les banques se sont engagées à faire. Maintenant, chaque banque, en fonction de son activité, de sa clientèle, fera le nécessaire. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'un banquier abandonne son client dans des difficultés. Espérons-le. Il faut y ajouter dans les conditions de financement le taux d'intérêt qui est également important, 2,5% auprès de la BCEAO qui vous prête, vous, banque, relais. Un taux de sortie de 3,5%. Ça a l'air séduisant, effectivement. Plus un différé de paiement d'1 an. Mais question de quelqu'un qui s'y connaît un peu, toutes les banques sont-elles en mesure de satisfaire aux conditions établies par l'accord cadre? Sont-elles toutes obligées de se soumettre au partenariat que vous venez de signer avec l'État? Mais est-ce que l'APBEF aussi a connaissance des banques qui refuseraient d'appliquer le partenariat? Une série de questions, mais qui renvoient peut-être à la Je vais commencer par la dernière. Oui. Je pense que l'accord a été signé le 29. Le 29 avril. 29 avril dernier. Oui. Je pense qu'en tant que président de l'APBEF, vous pouvez peut-être ne pas y croire. Je n'ai pas eu connaissance, en tout cas, dans le cheminement, qu'il y ait une banque qui va refuser de financer. Je vous l'ai dit tantôt, c'est notre métier de financer. Quand on vous dit que voilà les conditions, ça me permet de revenir un peu sur le taux d'intérêt. Il y a beaucoup de débats sur le taux d'intérêt. Mais le vrai débat, c'est sur la marge des banques. Quand les taux sont élevés, c'est que le coût de la ressource est élevé. Les banques mettent une marge. Si on a pu exposer un taux annoncé dans l'accord cadre, c'est que, premièrement, les ressources mises à disposition par l'État sont à coût nul et les ressources à certains guichets de la Banque centrale sont au niveau que vous avez indiqué, qui nous permet de faire une péréquation pour avoir un taux de sortie de 3,5. Cela est possible. Cela est possible. Tout le monde y adhère. Tout le monde y adhère. Tout le monde y adhère parce qu'on nous demande d'aller chercher la ressource si on ne l'a pas et de financer, d'exercer notre rôle de banquier. Notre rôle de banquier, c'est de prendre les dossiers, de les étudier. Il n'est pas dit également que, je vous ai dit tout à l'heure, les entreprises impactées, c'est des entreprises qui sont des clients de la banque. Oui. On va également dissocier les entreprises qui avaient des difficultés structurelles d'avant la pandémie. Oui, d'où la question, est-ce qu'elles sont toutes en mesure de satisfaire aux conditions? Les banques, les entreprises qui avaient des problèmes d'avant la pandémie continuent à être suivies par les banques et à être
supportés par les banques. Parce Il y qu'il a faut des également... banques qui sont déjà malades, pour utiliser une image qui colle bien dans le clients contexte peut-être, actuel. pas des banques. Ah bon? Non, vous avez dit qu'il y a des banques malades. C'est des clients, mais il n'y a pas de banque malade. Disons, il y a des banques qui vont affronter une période difficile de leur existence. Ils vont faire plus avec moins. Donc, c'est forcément difficile. Pour revenir sur votre question, je disais que quand on a un projet, qu'on le soumet à son banquier, quand le banquier l'accepte, il faut qu'elle soumette le dossier à un comité qui a été mis en place par les autorités, parce que pour être éligible aux ressources de l'État, ce n'est pas les banques qui décident de qui est éligible, parce que l'État dit je mets 50 milliards, vous complétez, mais si vous prêtez à Mamoudou, vous nous dites voilà le dossier de Mamoudou, sur la partie garantie de l'État, voilà tant, et l'État aussi agrée. Donc c'est un système où chaque bailleur regarde dans quelles conditions les conditions de l'accord cadre sont respectées. Et on met en place les choses et on suit, et on adapte au fur et à mesure. Est-ce que l'accord cadre contraint les banques? L'accord qu'elles cadre, sont obligées? on a adhéré à un accord cadre. L'accord cadre sera relayé par des conventions que chaque banque signera avec son client. Le dispositif qui est mis en place, l'octroi d'un crédit, la banque est souveraine. Mais il y a un recours. La Banque centrale a demandé à ce que tous les clients qui n'auront pas satisfaction dans les dispositifs d'accompagnement dans cette pandémie, leur soumettre ça pour qu'ils fassent de la médiation. Parce que leur rôle, c'est de voir comment faciliter si les banques le peuvent. Parce que les banques ont quand même une activité régulée. Mais je dis, le client qui présente un projet qui permette de sauver ce que l'État, les banques et la Banque centrale essaient de sauver, sera accompagné. J'ai aucune raison de croire qu'à ce stade, ça ne se fera pas. Mardi, on a une réunion avec le ministre pour examiner les premiers dossiers et le comité va examiner les difficultés et les lever au fur et à mesure. Ce qu'il faut comprendre, c'est un accord qui a été concocté dans une situation pour répondre à une urgence. C'est un dispositif, mais qui sera amélioré au fur et à mesure avec même les bénéficiaires. Les échos dont on parle, même si on ne répond pas, on les a intégrés, on continue de les intégrer. Parce que quelque chose qui est conçu dans l'urgence, aucune œuvre n'est parfaite. On pourra au fur et à mesure l'améliorer. N'oublions pas que l'objectif, c'est que ça ne dure pas 3 mois et qu'on revienne à une situation normale. C'est le grand défi, mais tout à l'heure, je disais que l'État a mis 70 milliards de garanties, 50 milliards pour les PME et 20 milliards pour les grandes entreprises. Mais est-ce que les banques entendent demander d'autres garanties? J'ai l'impression que c'est là qu'il y a peut-être une incompréhension. Je vous ai dit tout à l'heure que certaines des entreprises sont en train d'être accompagnées par des banques avec des engagements qui remboursent, avec des garanties données. Il s'agit de soutenir une activité qui est à l'arrêt ou qui est en ralentissement, qu'on nous demande d'accompagner. La meilleure garantie qu'un banquier a, c'est la fiabilité de l'information financière donnée par son débiteur. Tous les crédits des banques ne sont pas soumis au même type de garantie. C'est vrai, la partie la plus visible d'une garantie, c'est l'hypothèque. Mais il y a d'autres types de garanties. Vous allez demander l'hypothèque dans le cadre c'est des activités de financement d'une activité d'une entreprise. C'est des domiciliations de marché qui sont demandées, c'est des assurances qui sont prises. Là où ça nécessite une hypothèque, il faudra que ce soit un crédit d'investissement. Je pense qu'on est dans une logique de sauver des salaires et des emplois. Crédit d'investissement lourd, oui, vous allez demander Chaque l'hypothèque. banque apprécie les types de crédits. Oui. Mamoudou, vous pouvez bénéficier d'un crédit Oui. dans votre banque sans aucune garantie en dehors de la domiciliation de vos revenus. Ça aussi, c'est une garantie. Il ne faut pas forcément croire que quand on parle de garantie, c'est une garantie réelle, hypothécaire. Et si c'est juste pour payer les salaires et autres, comme vous le dites d'ailleurs dans l'accord, 3 mois par exemple de fonds de roulement, salaire, loyer, électricité et autres charges incompressibles. Je vais faire peut-être de la publicité pour votre groupe parce que c'est vous qui me recevez aujourd'hui. Si vous aviez une relation avec une banque où vous avez domicilié tous vos flux, toutes vos recettes de publicité, de production, et que chaque mois vous nous donnez l'état de vos salaires à payer à vos collaborateurs, pendant 1 an, je mesure ce que vous êtes capable de me domicilier. La crise arrive, vous voyez une baisse de vos recettes. Vous venez me dire, je veux quand même continuer à payer 70% de mes salaires ou 50% de mes salaires.
je vais regarder, est-ce que sur l'année dernière, vous m'avez domicilié assez de ressources pour payer les 10 salaires. Mais je n'ai pas besoin de vous donner une garantie, parce que j'ai des recettes domiciliées. Je vous permets juste de payer une partie de vos salaires dans le cadre du dispositif. Donc, je ne vois pas où il y a de la place pour une garantie, sauf à signer un acte en disant que vous me demandez un crédit de 3 mois, 6 mois ou 1 an, mais qui sera remboursé quand on sortira de cette pandémie, avec les dispositifs qu'on a mis en place. Parce qu'on ne peut pas parler d'un accord, d'un crédit en 1 semaine, 8 jours, si on doit aller chez le notaire pour recueillir des garanties. Je pense qu'il faut que les agents économiques nous fassent confiance, que chacun retourne à son banquier. Cet accord d'ailleurs demande à chaque entreprise impactée d'aller voir la banque qui a son historique et qui la connaît. Quand on connaît quelqu'un, on sait jusqu'où aller et jusqu'où ne pas aller. Vous allez accompagner quoi concrètement? Puisque vous parlez depuis tout à l'heure d'accompagnement. Vous allez accompagner quoi? On aide à payer les salaires et les charges incompressibles de loyer, d'électricité et d'un minimum de fonctionnement si l'entreprise a encore de l'activité. Le temps d'avoir une visibilité, même pour le client. Parce qu'on est dans une période où même si le client avait de l'argent pour autofinancer ses activités, il allait marquer un temps d'arrêt. Là où il mettait 100, il va mettre 50 en attendant de voir comment évoluent les choses. On est dans de l'observation d'une crise, mais violente, qui a surpris tout le monde et qu'on n'avait pas prévu ni anticipé. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Maintenant, c'est un modèle qu'on va améliorer avec les autorités et co-construire avec nos clients. Parce que c'est un accord cadre, mais chaque client a des besoins spécifiques. Mamoudou, qui est dans le secteur de la presse, n'a pas les mêmes préoccupations que le gestionnaire d'une école privée, n'a pas les mêmes préoccupations qu'un médecin qui, aujourd'hui, a besoin de payer des salaires sans pour autant consulter comme il le pouvait parce que les consultations sont réduites. Donc, chaque client, c'est un cas spécifique. L'accord, c'est un accord cadre. Je pense qu'on pourra faire le bilan dans les 15 jours qui suivent parce que les impacts de la crise qui s'est déclarée au Sénégal au mois de mars, c'est à fin mars, mais ils seront plus visibles à fin mai. Parce que les banques ont signé l'accord cadre, les dossiers commencent à être revus. Rassurez-vous, on est surveillé et par l'État, et par la Banque centrale, et par les bénéficiaires. Donc forcément, le devoir de transparence, il sera là. D'après les critères retenus, seuls sont concernés les entreprises des secteurs impactés, jugés prioritaires, notamment les transports aériens, maritimes et terrestres, le tourisme, la restauration, le commerce, l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'éducation, la culture. Vous avez parlé de jeunesse. Je n'ai pas vu la presse, mais la presse en fait partie quand même, vous le confirmez? Je confirme, je pense. Très bien. Et je poursuis. Et qui ont perdu, donc ces entreprises-là, 33% de leur chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année dernière. Beaucoup d'entreprises ne risquent-elles pas d'être en faillite? Disons, je pense que ça me permet de revenir sur l'énumération. Oui. Je pense qu'il y a un passage que les gens n'ont pas retenu. On a dit toutes les entreprises impactées notamment. Oui. Le notamment permet de mesurer l'urgence de certains secteurs par rapport à d'autres. Je prends un exemple donné, on en a parlé hier à notre réunion. Bientôt la campagne agricole va démarrer. Il va falloir préparer le financement de la campagne agricole. C'est un secteur, au mois de février, on ne pouvait pas savoir le degré d'impact de la crise. Donc je pense qu'il faut juste dire qu'on a voulu insister sur l'urgence de certains secteurs qui sont plus impactés que d'autres et qui ont un effet d'impact sur certains secteurs. Parce que quand le transport aérien s'arrête, l'approvisionnement de beaucoup de produits peut être impacté. Donc si vous ne réglez pas le problème du transport, vous allez régler le problème du petit commerce. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Le notamment sert juste à mesurer l'urgence de certains secteurs et permet également de prendre en charge la fragilité relative de certains secteurs. Maintenant, si on reste également dans ce que vous avez cité, c'est quasiment 80% de notre tissu économique. Oui, et il y a un autre critère qui est précisé dans l'accord. Il faut avoir un chiffre d'affaires compris entre 100 millions et 2 milliards de francs CFA. Ça, c'est pour les PME. Et puis, au-delà de 2 milliards, vous êtes dans le cas de figure d'une grande entreprise. Mais malgré tout, est-ce que vous n'avez pas crainte qu'il y ait des faillites? Disons, ça, c'est pour bénéficier des conditions préférentielles de l'accord cadre. Parce que l'État
n'a pas les moyens également d'aider de la même manière tout le monde. Comme les banques n'ont pas les moyens de traiter tout le monde de la même manière. Donc on a mis en place un dispositif pour un minimum pour sortir la tête de l'eau. Ça signifie que le reste des besoins sont traités de la même manière qu'ils sont traités. Oui, là, c'est une opération d'urgence, de sauvetage. C'est une opération d'urgence, de sauvetage, avec des ressources publiques, des conditions concessionnelles que la Banque centrale a mis en place et des conditions concessionnelles que les banques ont accepté d'accompagner. Donc, je dis, c'est une situation d'urgence. Ça signifie que tous les autres besoins entrent dans l'activité classique des entreprises et de la banque. Vous ne craignez pas de faillite? Disons, les faillites, je pense qu'avant la pandémie, il y avait tous les jours des entreprises qui naissaient, qui disparaissaient, qui avaient des difficultés, qui se relevaient. Un confrère l'a dit, on est outillé pour accompagner l'entreprise en difficulté. Oui, la seule différence aujourd'hui, c'est que tout le monde est dans des difficultés, les banques comprises également. Justement, la pandémie tue des personnes, mais elle peut tuer aussi des entreprises. Non. Disons, elle peut impacter assez négativement l'entreprise, mais elle peut également permettre un redémarrage de l'activité sur des bases plus saines en tirant les leçons de cette pandémie. Si on sort de cette pandémie en ayant les mêmes réflexes, c'est que le message n'aura pas été perçu. Vous parlez de situation d'urgence, mais dans les procédures, il est prévu une validation des dossiers par la banque, mais aussi par le comité de gestion composé d'un certain nombre de personnes ou en tout cas de démembrement même parfois de l'État. Est-ce que ce système de gouvernance ne risque pas justement d'alourdir et d'allonger même les délais d'approbation des dossiers alors qu'on est en situation d'urgence? Je pense que les banques ont été enfermés dans des délais de 8 jours. Pour une banque qui connaît déjà son client, ce n'est pas de nouveaux clients qu'on va chercher, c'est des clients connus de la banque. Le comité dont vous faites état est saisi sur la partie relative à la garantie de l'État, à la mobilisation des fonds. C'est-à-dire que moi, j'accorde à Mamoudou un crédit, je dis que ce crédit aura besoin de temps tiré sur la partie garantie de l'État. C'est normal qu'on mette en place un comité pour voir si cette entreprise remplit les critères, notamment n'a licencié personne, a payé une partie des salaires et a maintenu au moins les choses. Donc ça, c'est uniquement l'étude de la partie éligibilité de la garantie. Une fois que c'est fait, l'argent est disponible, il est remis à la banque comme garantie. Mais la partie liée à l'étude de la banque, on nous a demandé dans les 8 jours de nous prononcer. Et l'accord est effectif là, aujourd'hui? L'accord cadre est signé. Les entreprises ont commencé à déposer le dossier au niveau de leur banque. Les banques ont déjà reçu des dossiers. Et mardi, on fera le point pour chaque banque, ce qu'ils ont reçu et quelle est la partie que le comité devra examiner pour l'émission de la garantie. Les banques c'est vraiment, on travaille pas les uns après les autres. On travaille chacun séparément et j'ai dit à Mamoudou, ton crédit de 100 est prêt. L'État va donner la garantie si tu remplis les critères. Les banques sont surliquides. Même la BCEAO vous a remis à flot. Je pense en termes de soutien. La BCEAO a mis à notre disposition des guichets de refinancement à des conditions spéciales compte tenu de la pandémie. Passant ces conditions, de 352 milliards par semaine à 4 000 et quelques milliards, non? C'est l'activité normale des banques. D'accord. On nous donne des guichets pour que si on a envie de chercher une ressource, on va se faire refinancer. Les conditions qui ont été accordées, c'est vraiment des conditions de taux et de durée, mais exceptionnelles. Maintenant, c'est limité dans le temps, parce qu'on parle de report d'échéance sur 3 mois renouvelable une fois. Donc, on est dans du très court terme, dans des besoins de trésorerie. Si vous remarquez les conditions mises en place par la Banque centrale, elles sont en deçà, donc pour le saluer, des conditions imposées aux banques pour rémunérer l'épargne des clients. Si vous êtes de l'épargne dans les banques, c'est un minimum de 4,5 qui vous est servi. Donc, nous, c'est cette intermédiation-là pour vous donner une idée du coût de la ressource des banques. On parle souvent du taux d'intérêt des banques, mais vous n'entendez pas les clients parler du taux de rémunération de leurs dépôts dans les banques. Et de l'obligation. En tout cas, des taux d'intérêt 7, 8, 9%. Voilà. Donc, je dis... Aujourd'hui, quand on arrive à 3,5%, ça veut dire qu'il y a des efforts qui peuvent être faits, non? On arrive à 3,5% parce que l'État a donné des ressources rémunérées à 0 et la Banque centrale donne de la ressource à 2,5. Donc, on met une marge raisonnable. Si vous observez l'évolution des taux d'intérêt... Une combinaison de plusieurs effets peut nous amener
à baisser les taux d'intérêt? Les banques sont dans un processus continu de baisse des taux. Je vous dis, dans un passé relativement récent, les banques étaient à des taux de 12-14%. Aujourd'hui, pour certains types de crédits, immobilier notamment, c'est rare de tomber sur des taux qui dépassent les 9%. Ça signifie qu'il y a un processus continu de baisse des taux, combiné à l'accès aux ressources, combiné à la concurrence, mais combiné également à l'évolution des métiers et des besoins. Je sais que l'argent n'aime pas le bruit, mais je repose ma question. Êtes-vous surliquide aujourd'hui? On est assez confortable pour faire face aux besoins de l'économie. La surliquidité, elle est relative, ça dépend des périodes. Je vous dis, vous êtes en tout cas liquide. Dans cette période actuelle, où on nous demande de différer certains remboursements d'échéance, de différer certains crédits, on a de la trésorerie qui n'entre plus liée au remboursement des crédits. Donc, si vous comparez cette période des banques à l'année dernière, on est forcément moins liquide. Mais si l'activité économique le nécessite, les banques sont outillées pour mobiliser des ressources pour faire face. Assez liquide pour faire face à cette crise. Pour mobiliser des ressources pour faire face à l'économie, aux besoins des agents économiques. Mamadou Bokar Sy, président de l'APBF, invité du jury du dimanche iRadio ITV. Et question qui est revenue souvent au niveau de la page Facebook de l'émission, Ibrahima Bousso, Makhtar Cissé, Demba Dianka, Ibra Diop, Ahmadou Bamba Sagna, Moussa Sy, Soyamba Ndiaye, El Hadj Ndiaye, Demba Sissao, c'est les reports d'échéance. Et particulièrement les fonctionnaires sénégalais qui pensent qu'ils sont exclus. Quel entendement avez-vous des reports d'échéance? Surtout qu'il y a une question qui interpelle même le DG de la BHS. Certains vous reprochent d'avoir mis ces demandes-là de côté. Quel entendement faut-il avoir à travers report d'échéance pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers? Je pense que c'est un mauvais procès qui nous est fait parce que la communication a été très claire. Il a été dit que les banques fassent l'effort de donner suite aux demandes de report d'échéance pour les salariés du public et du privé dont les revenus ont été impactés par la pandémie. Jusqu'à preuve du contraire, Mamoudou, l'État sénégalais paye l'intégralité de ses salaires aux fonctionnaires. Deuxièmement, il a été demandé de faire ce report et cette suspension d'échéance, de les récupérer plus tard avec un taux de 0%, sans pénalité, sans intérêt. Donc c'est une mesure d'urgence sociale où on a demandé aux banques de différer gratuitement le report d'échéance des salaires impactés. C'est important. Mais il y a la pression sociale. J'arrive, j'arrive. Oui. La Banque centrale a encadré ce dispositif et a répondu, a reprécisé ce qui est demandé. Mieux, elle a mis en place un dispositif où tout salarié impacté qui a demandé un report, qui n'en a pas bénéficié, la Banque centrale fait un monitoring pour dire aux banques d'essayer d'y donner suite, parce que la Banque centrale recommande, n'impose pas. Mais tous les Sénégalais qui sont dans cette configuration, leurs demandes de report ont été traitées. Maintenant, un compatriote, c'est toujours douloureux pour un banquier de ne pas donner suite à une sollicitation et de l'extérioriser. Parce que je dis souvent que notre métier est caractérisé par une relation de confiance. Surtout quand on sait la réalité de la pression sociale aussi. Mamoudou. Oui. La pression sociale, elle est dure, mais elle est plus dure pour les Sénégalais qui n'ont pas reçu de salaire ou dont le salaire a diminué. Elle est dure pour tout le monde. On est dans un mois de Ramadan également où les charges sont énormes. Mais on est dans un tunnel avec une pandémie dont on ne sait pas combien de temps ça va durer. L'urgence, je vous l'ai dit, c'était de réagir pour les compatriotes qui ont perdu tout leur salaire ou la moitié de leur salaire. On s'est dit qu'ils ne peuvent pas rembourser des engagements bancaires. On a suspendu. Donc ceux dont les salaires ne sont pas impactés ne sont pas éligibles, peuvent demander à leur banque d'examiner cette modalité, mais elle n'entrera pas dans le dispositif qui a été mis en place pour ceux qui ont perdu leur salaire. C'est la banque Je pense que, librement. Comme on le fait depuis qu'on existe, il arrive que des compatriotes aient des difficultés momentanées
nous demande des reports d'échéance. On a l'habitude de le traiter. Ce n'est pas extraordinaire. Un de nos compatriotes, président de l'ACSIF, Famara Ibrahima Cissé, a été arrêté suite à une plainte de l'APBF pour menace de mort, selon la version que vous avez servie. Certains vous interpellent justement en disant mais pourquoi il a été arrêté? Vous me donnez l'occasion d'évoquer ce sujet avec beaucoup de peine, hein, parce que c'est toujours difficile pour un banquier de prendre des dispositions pour un client qui vous a fait confiance. Je parle en tant que président de l'APB. Je pense que vous ne nous avez jamais entendu nous prononcer sur les menaces de ce président d'association. Des confrères, l'APB a fait l'objet de menaces via les réseaux sociaux et tout, vous ne nous avez jamais entendus. L'incident que vous relatez n'est pas lié aux menaces proférées dans les réseaux sociaux. L'incident est lié au fait qu'on est dans une période de couvre-feu, d'état d'urgence où les rassemblements sont interdits. Par mesure conservatoire, on a saisi l'autorité pour dire qu'un appel a été lancé pour bloquer les activités des banques. Mamoudou, les directeurs généraux des banques n'auraient pas été responsables si un client ou un groupe de clients empêchait l'accès au guichet d'autres Sénégalais qui viennent percevoir leur salaire. L'autorité a été avisée. Jusqu'à son arrestation, il n'y avait pas de plainte ni de la BHS ni de l'APB. On a fait une lettre en disant à l'autorité de prendre les dispositions pour que le service public de banque soit assuré. C'est notre rôle de dirigeant de veiller à la sécurité dans nos locaux et dans nos agences. Vous avez retiré votre plainte? Je vais y arriver. Je vais y arriver. On va y aller très vite parce qu'il je vais y arriver. C'est important ce point. Oui. Quand il a bloqué les guichets, la police qui avait été avisée suit les banques. Il a été empêché de bloquer le guichet qu'il tentait de bloquer. Il a été amené pour interrogatoire. Nous, on est allé faire notre déposition en tant que président de l'APB, mais comme c'est un client de la banque également a fait sa déposition. On n'a pas porté plainte. Il a été libéré. Maintenant, l'action publique pour les menaces proférées sur les réseaux sociaux, ça, nous, on n'est pas responsable de ça. Poursuit. Je ne peux pas. Ça, c'est l'autorité qui peut vous dire. On a eu des interventions d'autres présidents d'associations que moi, j'ai eu l'occasion de croiser au comité de suivi de la force Covid. Mais il n'y a pas eu une plainte. Il y a eu des faits, il y a quelques mois, qui auraient nécessité des plaintes, mais on n'a jamais voulu porter plainte parce que la banque ne peut pas répondre à chaque attaque alors que l'Observatoire de la qualité des services financiers est là, la Banque centrale est là et l'État est là. Est-ce que l'ACSIF, en tant qu'association de défense des consommateurs, ici des clients des banques, ne doit pas être une interlocutrice aussi de vous, banquiers, mais surtout de vous, APBF, qui êtes également une association? Nous, l'APBF, à chaque fois qu'on a été saisi dans les formes de collaboration, on a donné suite. Très bien. Mais si on est saisi sous forme de menace, on ne peut pas répondre. Alors, on va courir un peu. Est-ce que les entreprises sont éligibles au report d'échéance bancaire? Tous les agents économiques sont éligibles. L'essentiel, c'est que les revenus l'État, les entreprises, les salariés. Les salariés, tout agent économique qui est impacté par la pandémie peut solliciter le report. Alors, vous avez une autre casquette avant d'aborder la question de la relance, c'est que vous êtes membre du comité de suivi du fonds du Force Covid-19. Il est fait état de per diem demandé ou reçu 3,5 millions par mois. Habib Sy, qui était membre de ce comité, je dis était, a annoncé sa démission. Qu'en est-il? Vous êtes perdiemisé, entre guillemets, si vous permettez ce néologisme? Je pense que je voulais d'abord remercier les représentants du patronat qui m'ont fait l'honneur de proposer que je les représente à Monsieur le Président de la République, qui a bien eu l'amabilité de l'autoriser au titre du secteur privé. Tout à fait. Oui. Ce dont vous faites état, le général est la voix la plus autorisée pour y répondre, mais je dois vous avouer,
pour ayant participé aux 2 réunions, que la restitution qui a été faite est loin de ce qui s'est passé dans la salle où on était. Tout simplement parce que la première réunion, le budget n'avait pas été abordé. Et la deuxième réunion également, le budget a été adopté à la fin, ne mentionne pas ces per diem. Parce que, à l'ouverture de la première session, le général a précisé que les membres du comité se sont engagés à travailler bénévolement, les 30 personnes nommées. Et c'est la réalité, elle est actée. Tous les membres du comité? Tous les membres du comité, les 30 qui sont dans le décret, se sont engagés à travailler bénévolement. Il n'y a pas de per diem de 3 500 000? J'en ai pas reçu, j'en ai pas entendu parler et j'ai assisté aux 2 réunions. Voilà, donc, voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Des voix plus autorisées parce que la force Covid a son porte-parole et son président. Et je pense qu'on a validé un mode de fonctionnement et un code de conduite auquel on a adhéré librement. Parce que quand même, dans un pays où des Sénégalais ont contribué à coût de 10 000, 20 000, où nous, au niveau de l'APB, on a contribué pour 2 milliards pour aider les gens, c'est malsain même de parler de per diem. Bien d'accord, non? Ça signifie que ça n'a jamais été évoqué. Très bien. En tout cas, moi, je n'en ai pas reçu et personne n'en a reçu au niveau des membres. Et je n'ai pas été absent à une seule séance. Et on a eu 2 séances, le jeudi 30 et jeudi dernier. Revenons à l'APBF et à cette crise. APBF, banque, établissement financier, il y a les assurances qui sont également Les membres? assurances sont dans une autre association, C'est une autre membres du CNP. D'accord. Établissement financier, qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers? C'est vous avez des sociétés comme la BIMAO, qui sont des types de banques, mais avec une définition un peu spécifique. Voilà. Microcrédit et autres? Non, le oui, micro, c'est autre chose. Voilà. Ça complète un peu le dispositif de tout ce qui tourne autour du financement de l'économie. Oui. C'est la segmentation de la clientèle, les règles de supervision et d'octroi de crédit qui changent. Relance donc de l'économie sénégalaise. Quel enseignement faut-il en tirer? Le génie sénégalais s'est-il suffisamment révélé, voire exprimé à l'occasion de cette crise? Et quelle signification pour un banquier aujourd'hui qu'on pense que c'est bien de gérer la crise, mais qu'il faut penser à la post-crise, il faut relancer la machine? Je pense que la crise nous a permis, en tout cas, si on réagit de la même manière pour mettre en place des dispositifs d'accompagnement, à savoir beaucoup d'imagination, beaucoup de générosité à trouver des solutions, et qu'on a utilisé ce confinement pour réfléchir à la relance, on devrait y arriver. Je disais tout à l'heure que c'est une crise qui va permettre de savoir de quoi on a manqué et comment faire à l'avenir pour régler ça. Et de quoi on est capable de quoi on est capable. En termes de génie, d'imagination? Je pense qu'on est capable de beaucoup de choses. Moi, quand je regarde la production de masques, la production de gel, ça montre que quand il y a la contrainte, il y a l'imagination se déclenche pour chercher des solutions. Restons sur ce pas et essayons également de dire la crise va nous priver de l'arrivée de certains biens et services qu'on recevait de l'étranger, va nous priver de l'arrivée de l'argent de nos migrants qui nous soutenaient. Oui. Donc quand on va sortir de ça, on va essayer d'enclencher davantage, et je pense que ça avait commencé, les programmes d'autosuffisance en riz et en alimentation vont être continués parce qu'on a eu un exemple de grandeur réelle de ce que ça fait d'avoir une économie extravertie, mais je pense que c'est une crise également qui a donné des leçons à tout le monde. Quand la France va se disputer des masques à Pékin avec les Américains, ça signifie que ce n'est pas uniquement un État de sous-développé qui expose à certains types de problèmes. Maintenant, on doit se préparer dans la réflexion pour la relance. Justement, mais est-ce que cette crise n'est pas une occasion, puisque vous parlez de relance, de réflexion, pour les banques aussi, de faire quelque part ou quelque peu leur introspection, de jouer véritablement leur rôle et d'accompagner les entreprises en difficulté? Ce qui me gêne, financer davantage l'économie. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'on a toujours tendance à oublier que les banques, c'est d'abord des entreprises également, qui sont impactées, qui devront s'ajuster également. Mais je dis, la manière de faire la banque va changer, probablement. La manière d'écouter
le client va s'améliorer, mais c'est surtout la manière dont le client va parler à son banquier qui va changer. Je pense qu'on est dans des rapports de confiance. Il faut qu'on puisse se dire que le client, c'est un partenaire. Un partenaire, on se doit de lui dire ses problèmes sans censure. Mais également être transparent. Parce que quand vous êtes transparent avec votre banquier, que vous lui confiez tout, que vous lui cachez rien, le jour où vous avez besoin de lui, c'est lui-même qui vous appelle pour dire vous n'avez jamais fait défaut, je vous donne. Parce que payer un crédit, on a l'habitude de dire que il faut pouvoir le payer, mais il faut également envie de le payer. Oui. Et il y a aussi une réalité, notre taux de bancarisation qui est faible, le Sénégalais qui n'a pas trop tendance à épargner, il est un grand consommateur, c'est vrai. Tout ça aussi, c'est peut-être des fonds qu'on aurait pu mobiliser pour financer les entreprises, pour financer l'économie. C'est une contrainte chez vous? C'est une forte contrainte parce que l'épargne des Sénégalais, elle est assez faible. On est quand même 15 millions d'habitants. Les banques ont 2 millions de clients. C'est très faible. Deuxièmement, l'épargne est inexistante. Les besoins de consommation ont pris le pas sur le reste. Vous savez, si vous pouvez regarder les gens qui épargnent dans les banques, c'est les plus faibles revenus, ce n'est pas les plus gros revenus. Qui mettent leurs 5 000 francs de côté, leurs 20 000 francs. Si tous les Sénégalais avaient un compte d'épargne dans lequel il y avait 25 000 francs, imaginez ce que ça représenterait. Fortune thésaurise. Ils investissent. Elles ne thésaurisent pas. Non, ils investissent. Je pense qu'ils investissent. Maintenant, bon, ils investissent. Ils ne gardent pas de l'argent à la maison. Ils créent des emplois. Dans des coffres. Ils emploient des Sénégalais. Bon, je pense que ça circule. Maintenant, c'est toujours. Très bien. Celui qui thésaurise, on ne peut pas savoir s'il thésaurise. Mais en tout cas, les hommes d'affaires sénégalais investissent dans des secteurs de plus en plus productifs. On espère qu'avec cette crise, l'investissement productif va prendre le dessus sur les investissements spéculatifs. Vous êtes attendu sur le logement. On va y aller très vite. Surtout que j'ai envie aussi de vous demander votre avis sur la Dream Team africaine avec les Tidjane Thiam. Mais en 2 minutes sur l'habitat. D'abord, vous êtes au cœur du projet 100 000 logements. Disons, il y a eu une réflexion inclusive. Là, c'est la casquette du DG de la Banque de l'Habitat. Mais dans cette casquette également, je pense que l'État a mis en place, à travers via le ministre Abdou Karim Fofana, un espace de réflexion pour le programme des 100 000 logements dans lequel l'APB est représenté. C'est un heureux hasard que le président de l'APB soit au même moment le DG de la Banque de l'Habitat du Sénégal pour participer à cette réflexion. On a eu l'occasion de s'occuper avec certaines structures comme le Fonds 6, le Fonds GIP, la SICAP, la HLM, de gérer la commission financement et fiscalité pour travailler sur le programme des 100 000 logements. On était prêts, on est prêts. Bon, il y a eu la crise qui est arrivée, mais on continue à réfléchir. C'est pour ça que je dis, derrière le calme, il y a des choses qui sont en train de se faire. Quel est le délai de réalisation de ces 100 000 logements-là? Bon, disons, ça devait se faire sur les 5 ans, mais l'année 2020, elle est ce qu'elle est, l'urgence est ailleurs. Donc, on va se préparer, on est prêt, les programmes pilotes ont été validés. J'ai eu l'honneur hier d'échanger avec le ministre Fofana assez régulièrement. Tout le dispositif est en train de se mettre en place, mais l'urgence, elle est dans cette pandémie. Dès que ça s'arrête, je pense qu'on va dérouler. Mais on ne s'est pas arrêté. Mais si on reprend, si on démarre les projets actuellement, avec des usines qui fonctionnent au ralenti, avec des cars, la production de ciment et de fer, vous voyez ce que ça peut faire comme impact sur les coûts. L'assiette foncière est disponible? Des assiettes foncières sont disponibles, ciblées déjà. Diamniadio, Dagakholpa, il y avait des assiettes également qui sont mises à la disposition par des structures comme la CDC. Il n'y a pas eu une spéculation? Dans le dispositif qui est mis en place, c'est l'État qui prend des assiettes, qui les titre et qui les met à la disposition gratuitement des promoteurs qui sont engagés à réaliser des logements sociaux. Le dispositif est verrouillé. Question de Demba Sissao. Pour nous, nouveaux fonctionnaires qui sommes à la BHS, qui nous aident à avoir un toit. C'est difficile de vivre à Dakar en location. Réponse concrète à une question concrète. Ça permet juste de vous dire le rôle de la banque. Nous, on finance les fonctionnaires sur des durées d'activité très longues, sans apport personnel, s'ils nous amènent un projet immobilier. On a l'argent pour financer le logement et on a des promoteurs qui réalisent. Il peut s'approcher de la banque, on lui donnera la liste des promoteurs qui travaillent avec nous pour qu'il puisse choisir. Mais indépendamment des promoteurs, il peut acheter son terrain et faire son projet de construction dans
l'étendue du territoire sénégalais. Un fonctionnaire qui a 100 000, 150 000, 200 000 de salaire, ou un travailleur de manière générale, revenu régulier, salarié, peut avoir un toit aujourd'hui. Mais un toit, grâce à vos procédures, vous. Un toit, Mamoudou, il est évolutif. Oui. On démarre avec une chambre et un salon et on grandit avec la taille de sa famille et de ses revenus. Juste en 30 secondes, Cyril Ramaphosa, président en exercice de l'UA, qui a formé une sorte de dream team africaine avec un banquier franco-ivoirien, Tidjane Thiam, que vous connaissez peut-être, une dream team qui est chargée justement de s'adresser en tant qu'envoyés spéciaux à des organisations comme le G20, l'Union européenne et d'autres institutions financières pour que l'Afrique puisse faire face économiquement et financièrement à cette crise et sortir également la tête hors de l'eau. Que pensez-vous de cette Dream Team de Tidjane Thiam? Disons, je dois vous dire que vous m'avez l'occasion d'exprimer une fierté à travers Tidjane Thiam. C'est une fierté d'un Sénégalo-Ivoiro français. Parce que quand même, il a aussi un côté sénégalais. Sénégalaise. Et qui a eu un parcours sur lequel on n'a pas besoin de revenir. Qui a sauvé des banques et des compagnies d'assurance dans les pays développés. Et qui revient par la grande porte en Afrique pour nous aider à sortir de cette pandémie. C'est exceptionnel. Il en est capable. Et c'est surtout le moment, parce que c'est quelques jours après la polémique qui a entraîné son départ du Crédit Suisse, l'Afrique reprend et le met dans une force de réflexion. Son parcours l'autorise à parler aux grands de ce monde. Ça signifie également tout simplement que les banquiers, en général, comme certains métiers, les médecins, il faut toujours les rechercher du côté des solutions, mais pas des problèmes. Et c'est peut-être ça qu'il faut retenir et prier pour qu'il soit écouté et qu'il puisse nous aider à sortir. En tout cas, sa formation, son expérience et sa générosité nous autorisent à être optimistes. À côté de Tidjane Thiam, il y a la Nigérienne Ngozi Okonjo-Iweala, le Rwandais Donald Kaberuka, qui a dirigé la Banque africaine de développement. Trevor Manuel aussi. Vous avez remarqué qu'il y a 3 banquiers et un ancien ministre des Finances. Donc, ça ramène à la finance. Les banquiers vont-ils nous sauver comme les médecins sont en train de nous sauver? La question reste ouverte. Nous avons reçu en tout cas avec un immense plaisir Mamadou Bokarsi, président de l'APBF, directeur général de la BHS, Mahmoud Ibra Kane pour vous présenter le jury du dimanche, iRadio ITV. Le site Immédiat SN se fera le plaisir de vous faire le compte-rendu de cette émission. Photo Pape Doudou Diallo, Aliou Diouf pour les articles, Binta Alexandra Ndiaye et Biram Pouy pour les réseaux sociaux. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.